Bonsoir Sylvain, Bonsoir Didier, bonsoir à tous. bonsoir les amis. Voilà, très content de vous retrouver sur Luminam. Donc un format un petit peu nouveau pour nous puisque Luminam depuis 15 ans, c'est surtout des réunions live. Donc, on s'adapte un petit peu au contexte, à la situation. Et puis surtout Sylvain, tu es à Québec là, il me semble, hein, tu es toujours à Québec. Exactement, je suis Voilà, donc dans Saint-Adèle, dans une petite ville. c'était plus simple de t'avoir par ce biais-là. Tout à fait. Voilà, donc Sylvain, on est maintenant des vieux copains puisque tu étais venu nous voir il y a une bonne dizaine d'années ici, alors qu'on avait le local à Cannes-sur-Mer. Hein, et on avait bien accroché, je t'avais vraiment beaucoup apprécié. Et puis, tu es gentiment revenu vers moi il y a quelques mois en m'informant donc de ton livre, en m'informant de ton désir de revenir sur la Côte d'Azur. Et bien naturellement, j'ai accepté de te recevoir avec grand, grand plaisir. Tu as même eu la gentillesse de me proposer une lecture d'âme individuelle. Et là, j'ai pu mesurer toute la qualité de ton travail. Donc, c'est ce travail-là, c'est cette qualité de travail-là que j'ai envie de proposer à tous nos amis de Luminam, donc tous les gens qui nous suivent. Donc, voilà, ce soir, c'est un webinaire de présentation de Sylvain qui viendra à Nice dans un petit mois, mais ça, on en parlera à la fin, Sylvain, si tu veux bien. Hein. Donc, avec une Oui. conférence live, 2 ateliers, des consultations individuelles. Donc, tout ça avec nous ici à Luminam. Voilà, Sylvain, à toi la parole. Je te laisse lancer la soirée. Et puis, n'hésitez pas, les amis, à mettre des questions sur le chat. Mais Sylvain, vous expliquer ce qu'il attend de vous. Voilà, à toi, Sylvain. Oui, alors bonsoir à tous ou bonjour, hein, selon le moment où vous allez visionner le petit vidéo. Donc, moi, mon nom est Sylvain Bélanger. Donc, je pratique les thérapies intuitives depuis plusieurs années, depuis peut-être même 30 ans, 35 ans. Je n'ose plus compter les années qui y passent. Mais bon, et puis finalement, ça m'a amené donc à développer donc une pédagogie parce que moi, ce qui m'a intéressé beaucoup quand j'ai commencé, c'était de comprendre ce que je faisais parce que j'ai suivi un guérisseur qui m'a fait découvrir finalement que j'avais une certaine habileté, une certaine facilité. Et après ça, très vite, j'ai voulu comprendre comment ça fonctionnait l'intuition, ce qui m'a amené à développer l'approche intuitive que j'enseigne aujourd'hui. Et puis évidemment, ça fait plusieurs années que je fais la consultation. Donc, le but d'aujourd'hui, bien évidemment, c'est de vous faire un petit peu découvrir ce que je fais. Euh, avant de faire les lectures d'âme, je me suis dit, mais peut-être c'est intéressant donc de vous introduire la pratique que je propose pour arriver à peut-être mieux cerner de quelle façon qu'on va pouvoir partager ce moment-là ensemble. Donc, moi, j'ai développé ce que j'appelle la pleine conscience intuitive. Au départ, c'était l'écoute imaginaire. Il y a eu plusieurs ouvrages qui ont été écrits sur le sujet, dont je suis auteur, qui sont certains d'entre eux sont en relecture et d'autres qui ont été publiés tout récemment, que je vais vous présenter peut-être à la fin de la conférence, des démonstrations. Et puis, donc, la pleine conscience intuitive, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui m'a intéressé, moi, beaucoup dans le développement de l'intuition, c'est d'être capable de comprendre que la clairvoyance, la clairsentience, euh, la clairsentience, la clairvoyance et, et la médiumnité, par exemple, sont toutes des méthodes intuitives qu'on peut arriver à développer. Alors, pourquoi les développer? Ben, c'est finalement pour parvenir à mieux connaître qui on est, à être plus en état d'harmonie avec soi, de pouvoir aider notre entourage également. C'est un des états intéressants à cela. Et puis, comment peut-on les développer? Mais c'est en utilisant notre imaginaire. Donc, aujourd'hui, les démonstrations que je vais faire, c'est vraiment en reconnaissant que l'imaginaire est un véhicule. Le véhicule me permet de voyager en moi pour, par exemple, voyager dans mon corps, pour découvrir que dans mon genou, par exemple, je peux capter des images, des sensations et des mots qui se manifestent dans mon genou. Si déplace ma conscience vers ma cheville, je vais constater que dans ma cheville, il peut y avoir des images, des sensations et des mots qui sont différents. Et si j'interagis avec ces perceptions-là, je vais constater qu'un genre de dialogue s'établit entre moi et mon genou, et moi et ma cheville, par exemple, et ça va me permettre de constater qu'il y a comme une forme de sagesse qui anime mon corps. Cette sagesse-là, en quoi elle est utile? Ben, elle est utile parce qu'effectivement, elle me dévoile finalement des informations que moi, je ne suis pas capable d'accéder avec mon cerveau. Donc, ça me fait comprendre que dans mon corps, il y a comme une forme d'intelligence qui anime mes cellules. Et cette intelligence-là, évidemment, quand je commence à être réceptif à elle, ben, elle me fait découvrir finalement l'ensemble des richesses et des ressources finalement qui animent mon être. Et c'est en ce sens-là que la lecture intuitive me permet de pouvoir finalement faire des voyages en moi pour m'accompagner dans une connaissance de moi-même plus importante, mais aussi de soins. Donc ça, c'est une des premières applications.
La deuxième chose que j'avais envie de vous parler, évidemment, c'est que là, je viens de vous parler de le faire sur moi. Évidemment, on peut le faire sur quelqu'un d'autre. C'est ça un peu le sens des lectures d'âme que je vais faire avec vous ce soir. Alors, comment on va faire ça? Mais évidemment, c'est en déplaçant mon imaginaire. Hein, mon imaginaire peut se déplacer, ma conscience peut se déplacer grâce à l'imaginaire dans mon genou, mais elle peut se déplacer également vers l'extérieur de mon être, c'est-à-dire de déplacer ma conscience vers une autre personne et constater que cette connexion-là que j'établis avec cette autre personne-là va me permettre de capter des images, des sensations et des mots de cette personne-là qui vont finalement me parler, qui vont finalement me donner de l'information. Alors ça, c'est un peu la pratique intuitive. S'ajoute à cela ce que j'appelle la déprogrammation de la mémoire cellulaire, qui est finalement de ne pas simplement constater quelque chose. Par exemple, je pourrais dire à quelqu'un, ben, tu as je vais donner une image caricaturale, hein, que tu as le cœur fermé. Donc, ça, c'est un constat. Ce constat-là, effectivement, va m'amener, moi, à questionner ce constat-là pour arriver à en comprendre la signification, mais aussi à donner à cette fermeture-là tout ce dont il lui est nécessaire pour amener une transformation. Cette transformation va se faire dans l'instant présent pendant que je vais faire la pratique et ça va me permettre, moi, de contacter des potentiels évolutifs qui animent la personne, mais dont elle n'a pas encore accès. Et le fait de pouvoir faire ça, c'est un peu comme si on enlevait des couches de perturbation dans l'être humain. Et en enlevant ces couches-là, bien évidemment, on libérait les potentiels évolutifs et ça permettait à l'être humain de retrouver une forme d'alignement avec son être. Il y a un troisième aspect qu'on combine à ça, c'est le soin énergétique qui va consister justement à transmettre de la lumière dans le corps d'une personne pour rétablir son flot d'énergie. Et encore là, on va constater que quand ce flot d'énergie circule adéquatement, ben, il va y avoir donc la libération de potentiels évolutifs qui sont chez elle, qui sont chez elle, mais qui n'étaient pas conscientisés par cette personne-là. Donc, vous comprenez que toute l'idée du soin que l'on effectue, c'est pour permettre justement d'actualiser un potentiel évolutif qui existe en nous, mais qui ne pourrait ne pas être accessible si on ne faisait pas cette démarche-là. Donc, c'est pour augmenter notre habileté à être en harmonie avec soi que cette pratique-là va être proposée finalement très souvent. Et j'ai pris le temps de vous donner, je vais peut-être vous présenter sommairement les diverses applications qui sont associées à cette pratique-là. Donc, évidemment, moi, quand je dis que je capte cette sagesse-là, bon, il y a un physicien qui a mis en évidence que les cellules du corps émettent de la lumière. C'est-à-dire que le soleil, entre autres, hein, les recherches de ce physicien-là qui s'appelle Pop ont mis en évidence que le soleil émettait de la lumière et que les cellules du corps absorbent et réémettent cette lumière-là. C'est-à-dire qu'il y a une forme d'absorption un peu comme une assimilation de la lumière et ensuite une production d'énergie qui est émise, qui fait qu'autour de mon corps physique, il y a comme une genre de respiration biolumineuse qui s'effectue. Donc, quand moi je vous dis que l'imaginaire est utilisé pour se connecter avec soi ou avec une autre personne, ce que je veux vous faire comprendre ici, c'est que cette capacité que j'ai de voyager avec l'imaginaire me permet de me connecter avec cette lumière-là, qui est pas, qui est très, très subtile, hein. Il y a des appareils que ce physicien a développés pour, pour arriver à mesurer cette lumière-là. C'est ça qui est sa découverte. Mais évidemment, il doit donc démontrer la véracité de tout ça. Mais évidemment, selon moi, le processus intuitif va nous permettre justement de pouvoir capter ce rayonnement lumineux des cellules et de pouvoir le rétablir. C'est ça un peu l'intérêt de ce genre de la pratique que j'ai développée. Donc, ça, c'était la partie donc présentation. Maintenant, au niveau des applications, très sommairement, on peut travailler sur la santé. On peut donc travailler sur le potentiel santé d'une personne. Alors, on ne va pas faire de diagnostics médicaux, on va laisser ça le soin au médecin, mais on va plus mettre en évidence la notion de potentiel santé. De quelle façon que je peux augmenter le potentiel santé d'une personne afin qu'effectivement son corps puisse se donner l'opportunité de pouvoir rétablir l'homéostasie chez lui. Ça, c'est un des éléments premiers qui va être fait. Le deuxième aspect, c'est les relations. On peut évaluer donc où est-ce que la personne se situe dans sa vie. On peut répondre à tous les questionnements existentiels qu'une personne peut avoir, bien sûr. On peut évidemment évaluer les relations professionnelles ou des projets professionnels. On peut donc évaluer les relations amoureuses, les relations familiales, la qualité des relations, qu'est-ce qui peut être fait pour améliorer tout ça. On peut également constater que dans notre champ énergétique, on est animé par des mémoires personnelles, de notre histoire personnelle, qui sont associées donc à des blessures de notre enfance. Donc, c'est quelque chose qu'on peut aller chercher comme information libérée. On peut également travailler sur les mémoires d'autres vies, qui concernent évidemment moi en tant qu'être humain, je suis comme une antenne qui vibre avec l'ensemble de la mémoire humaine.
Donc, ça veut donc dire que je peux finalement constater que ces résonances-là qui s'effectuent avec des mémoires d'autres vies sont en résonance avec moi et je vais donc apprendre, donc évidemment, à faire un travail de libération de ces mémoires-là tout en me réappropriant l'énergie vitale qui va me permettre de me soigner et de me guérir de mes blessures que j'ai pu expérimenter. Puis évidemment, on peut aborder également le concept des personnes décédées, hein, quelquefois. Pourquoi communiquer avec des personnes décédées? Dans ma pratique à moi, je mets beaucoup l'emphase sur l'idée que communiquer avec des personnes décédées permettent justement de faire un travail de guérison. Donc, les personnes décédées, bon, peuvent effectivement, à des moments donnés, on n'a pas eu la chance de communiquer complètement tout ce qu'on avait à communiquer à quelqu'un. Donc, on va pouvoir l'utiliser de cette façon-là. On peut également constater que les personnes décédées peuvent avoir des messages guérisseurs à nous transmettre ou des actions thérapeutiques qui peuvent nous être données. Donc ça, c'est une façon de travailler également qui est assez fréquente dans les consultations que je fais. Et puis, évidemment, on peut travailler avec des guides. Les guides, à quelque part, qui sont des êtres spirituels. Dans ma version à moi, évidemment, ce sont des énergies, à quelque part, créatrices, je dirais, qui ont des formes, qui vont prendre des formes, qui peuvent être des formes d'anges ou je ne sais quoi, mais qui vont finalement, ce sur quoi on va investir avec ces énergies-là, c'est qu'elles sont capables de nous aider, de nous guider, de nous amener à avoir un cheminement plus large sur notre vie, de voir plus de lumière dans ce qui se passe en nous pour cheminer davantage. C'est comme ça qu'on va les utiliser. Et l'alignement à l'âme, c'est la dernière application qui est finalement de reconnaître que chacun d'entre nous, nous avons une interrelation avec une forme de parcelle lumineuse, pourrait-on dire. Et cette parcelle lumineuse-là, bien évidemment, plus on lui permet d'exister en nous, plus elle peut effectivement s'épanouir. Et tout le but des consultations que je fais avec les gens, c'est effectivement de tendre à créer de l'espace pour qu'on soit capable donc de laisser de la lumière à l'intérieur de soi se propager et d'être de plus en plus en alignement avec l'être, d'où dans le titre de la conférence Lecture d'âme et mission de vie. La mission de vie, qu'est-ce que c'est pour moi? Bien évidemment, c'est cette position d'alignement. Lorsque je suis en alignement avec mon être, ben, ce qu'on appelle la mission de vie devient naturellement une évidence. C'est comme ça que je pourrais l'exprimer. Et dans ce sens-là, bien évidemment, les petites démonstrations qu'on va faire aujourd'hui sont des petites parcelles de, on va l'appeler comme ça, de lumière qu'on va transmettre aux gens. Du moins, j'espère que ça va vous donner cette impression-là pour vous guider, vous aider à cheminer à l'intérieur d'un questionnement que vous pourriez avoir. Puis donc, évidemment, c'est un peu le sens que j'avais envie de donner à ça. Donc, on va faire quelques lectures d'âme, sans prétention, sans se casser trop la tête, pour simplement donc vous faire un petit peu, vous montrer un peu comment fonctionne la méthode. Alors, évidemment, c'est pas une méthode qui est visuelle, dans le sens que je vais pas vous montrer quelque chose de très impressionnant. Je vais plutôt me mettre en relation avec une perception que j'ai de la personne avec laquelle je suis en relation par le biais du chat et ensuite de lui faire part quelque part de ce que j'observe. Puis évidemment, elle pourra toujours me transmettre des questionnements, des interrogations pour pouvoir justement qu'il y ait une certaine forme d'interaction qui puisse être là pour que la personne ben, puisse me dire oui, je comprends ou oui, je me reconnais dans ce que tu dis ou bon, ou non, je me reconnais pas. En tous les cas, qu'il y ait une interaction qui va nous permettre donc de pouvoir parvenir à cerner un petit peu l'intérêt de l'intervention, puis de finalement peut-être aussi approfondir selon le besoin avec les personnes. Alors évidemment, ce sont que des démonstrations, donc ce n'est pas des consultations, puisqu'évidemment, il y a une différence à faire. Les démonstrations, c'est un petit peu comme un genre de petite information, un genre d'échantillon qui peut quand même guider les gens et les aider à cheminer. Donc, c'est un peu ce que j'avais envie de vous transmettre comme théorie, parce qu'évidemment, on pourrait s'étendre longuement sur la chose, mais j'offrirai donc une conférence à Nice qui vous permettra de pouvoir avoir une vision plus complète de la méthode et une vision peut-être justement plus riche de toutes les composantes qui sont associées à cela. Mais aujourd'hui, j'avais envie plutôt de faire des explorations avec vous, des expérimentations de la pratique en répondant à des questions que les gens pourraient avoir. Donc, s'il y a des questions, bien évidemment, je peux commencer. Voilà les amis, donc c'est le moment d'utiliser le chat à la fois donc, sur Facebook ou sur YouTube et de poser les questions à Sylvain. Donc Sylvain, tu as accès donc, à ces questions. Je te laisse choisir les questions qui te conviennent. Ben, la première question que je vois, je suis en train de regarder s'il y en a eu d'autres, mais non, la première question, c'est celle de Mélanie qui me dit: j'aimerais trop connaître ma mission de vie d'âme et je suis perdu sur cette planète. Alors, bienvenue, Mélanie, sur cette planète. Et puis, évidemment, ben, tu n'es pas toute seule à être perdue, j'en suis convaincu, hein. On est tous dans
une recherche à quelque part de sens envers notre vie. Puis je pense que c'est quelque chose qu'on doit, on peut pas se dire, ah, ben, j'ai trouvé ma mission de vie, puis arrêter là, hein. On évolue tous, on cherche tous un petit peu à donner encore plus de sens à notre vie, puis de s'ajuster aux circonstances de la vie, à ce qui se passe, hein, pour arriver à donner, être en alignement finalement avec nous-mêmes. Donc, une démarche un petit peu perpétuelle, pourrait-on dire, en ce sens-là. Maintenant, je comprends que toi, tu es perdu carrément, donc on va essayer de voir un petit peu qu'est-ce qui ressort de ça. Puis, je vais te demander, évidemment, si tu as la chance de nous donner des commentaires par la suite pour voir un petit peu ce qu'il y en est à ce sujet-là. Donc, je vais me mettre en relation avec toi. Ben, comment je me mets en relation avec toi? Bien évidemment, on pourrait se poser un million de questions. C'est très simple, hein. C'est comme je disais tantôt, il n'y a pas de secret, c'est l'imaginaire qui me permet donc de me syntoniser avec Mélanie. Et évidemment, c'est l'entraînement qui va faire qu'on va être de plus en plus capable de le faire, de plus en plus à l'aise à le faire. L'enseignement qui va être proposé à Nice a l'objectif donc de vous transmettre la méthode en 2 jours. Donc, il n'y a pas de secret, c'est quelque chose qui se développe. Et évidemment, il faut ensuite, évidemment, le pratiquer, bien sûr, pour arriver à en avoir une plus grande maîtrise. Donc, je me mets en relation avec Mélanie, je vais comme capter d'elle donc des perceptions visuelles, auditives et sensitives qui vont se manifester à moi sous forme d'images, plus particulièrement dans mon cas, et je vais lui dire qu'est-ce que je perçois dans un premier temps de ce qui est. Toi, Mélanie, la première chose que je sens de toi, tu sais, quand on est sur Terre, puis qu'on arrive on arrive sur Terre, on a une espèce de volonté d'être lumineuse, pourrait-on dire ça comme ça. On a envie d'exister et que notre entourage ne nous autorise pas ce droit-là. C'est-à-dire que, ah, moi, j'aurais envie de faire telle chose. Et les parents ne viennent pas nous soutenir là-dedans. Et là, je ne suis pas en train de dire que c'est la faute des parents, hein. C'est que nous, on ressent en tant qu'enfants qu'on n'est peut-être pas soutenu par nos parents. Il y a toujours des raisons à ça qu'on peut comprendre et qu'on peut accepter. Mais quand on est un enfant, on n'est pas en mesure de cerner tout ça. Donc, on ressent ça comme étant un peu un interdit. Ah, je ne peux pas faire ceci. Ah, j'aimerais faire telle chose. Et on n'a pas de réponse à ça. Ah, ben, je ne peux pas le faire non plus. Ainsi de suite. Donc, on devient quelque part inhibé, je dirais, par le fait qu'on a envie donc de quelque chose, on a envie de rayonner et que finalement le soutien extérieur ne vient pas finalement nous donner cette autorisation-là. Donc, à ce moment-là, on s'éteint. On était lumineuse au départ, puis on s'était éteinte avec le temps parce que justement, on a eu l'impression qu'on n'avait pas l'autorisation d'être qui on est. Alors, n'ayant pas le droit d'être qui on est, ben, on se retrouve dans une position un peu comme l'idée de se mettre dans un garde-robe, hein, c'est-à-dire que comme j'ai pas le droit d'être telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, telle chose que j'aimerais, ben, à quelque part, je vais finalement être finalement un peu éteinte et en étant éteint, ben, on se renferme sur soi-même d'une certaine façon et on n'arrive plus à faire confiance à notre monde intérieur parce que ce monde intérieur-là n'a pas été autorisé. On n'a pas eu le droit d'y accéder. Donc, j'ai l'impression que pour toi, Mélanie, ben, c'est ça, il y a tout un retour aux sources, hein. C'est de revenir justement à cette source lumineuse qui est en toi, puis de lui donner de l'espace pour qu'elle puisse exister de nouveau, tu vois? Donc ça, je vais m'arrêter simplement à cette étape-ci pour demander peut-être à Mélanie un petit retour. Puis entre-temps, qu'est-ce que je vais faire avec Mélanie? C'est que je vais prendre le temps de pouvoir justement interagir avec elle, avec la déprogrammation et le soin, c'est-à-dire que je fais des actions pour changer la situation que je perçois, pour voir un petit peu qu'est-ce qui ressort de Mélanie à ce moment-là. Et si Mélanie a la chance de me faire un petit commentaire entre-temps, ben, c'est bienvenu. Toi, ce que je sens de toi, Mélanie, si on poursuit l'étape, hein, le processus, parce que vous voyez que là, la première étape, c'était un peu le constat. Et la deuxième étape, c'était donner de l'énergie, donner de la lumière, finalement, pour rétablir la qualité biolumineuse des cellules du corps, pour redonner quelque part une autre expression de Mélanie. Et l'autre expression que je perçois de Mélanie, ben, c'est un peu comme une espèce de situation de tension. La tension, c'est d'une part, je veux être cette lumière-là qui est en moi, puis en même temps, j'ai l'impression que je dois être la lumière que les autres veulent que je sois. C'est-à-dire que les autres m'ont attribué un certain rôle ou un certain chemin, et ce chemin-là ne me correspond pas. Mais je suis en état de dualité, un peu comme quelqu'un qui fait la split, hein, qui est, qui est écartelé, pourrait-on dire. Hein, il veut aller à gauche, puis il veut aller à droite en même temps. Donc, il n'arrive pas à trouver une expression juste de lui-même parce que
il est dans l'obligation de répondre à une certaine demande, puis en même temps, il reconnaît quelque part qu'il, lui, est ailleurs. Il a envie de développer autre chose que ça. Et je sens que dans ce sens-là, bien, inévitablement, il y a comme une dualité qui s'exprime de ça. Alors, je ne sais pas si Mélanie, euh, là, je ne vois toujours pas qu'est-ce qu'elle a à me dire là-dessus. Mais toi, donc pour moi, en fin de compte, si on vient avec cette question fondamentale de la mission de vie, pour Mélanie, ben, moi, je pense à quelque part qu'il y a évidemment comme une reconnexion à faire avec, ce que j'appellerais l'énergie fondamentale. L'énergie fondamentale, c'est celle, à quelque part, que je sens au niveau de ses jambes et de son bassin, chez Mélanie, qu'elle doit renouer contact avec cette énergie-là, qui est une énergie de soutien, dans laquelle il y a toute la notion de service. Tu sais, qu'on dit être au service de toi. Et je pense que c'est ça, quelque part, qui doit être reconnu là-dedans. Là, je vois qu'il y a une réponse de Mélanie. Oui, c'est vrai, je me suis beaucoup renfermée par protection. Il y aurait un message que de ma mère par hasard. J'ai pas mal de dualité, oui. Donc, c'est sûr que c'est que la première chose que je te dirais justement par rapport à cette question face à la mère, toi, que je présume qui est décédée, si tu me parles, est-ce qu'il y a un message de ma mère? Je présume que ta mère est décédée. Mais, ce que je te dirais quelque part, c'est que, tu sais, ce que ta mère pourrait te communiquer, c'est quelque chose comme ceci, hein. Aime-toi, puis aime-toi, ça signifie quoi? Ça veut dire quelque part que il y a dans ton espace intérieur, Mélanie, de l'amour que tu as apporté vers toi-même. Et cet amour-là, tu ne l'as pas reconnu envers toi-même. Tu as demandé à quelque part à prendre cet amour-là qui est en toi, puis à le déplacer vers l'extérieur pour faire en sorte que justement l'extérieur puisse t'aimer. Et là, je pense qu'il y a toute une démarche pour toi de te réapproprier cet espace intérieur. Cet espace intérieur, c'est, tu sais, comme par exemple quelqu'un qui veut tellement bien faire pour les autres, qui veut tellement être gentil, qui veut tellement ceci, tellement, 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 tellement plein de choses, qu'on devient quelque part tellement, tellement orienté vers l'extérieur qu'on en perd pied. On ne devient plus connecté justement avec le désir que l'on a de pouvoir finalement apprécier qui on est, tu vois? Et j'ai l'impression que c'est ça un peu qu'on sent de cette démarche-là. Et que ta mère, ben, quelque part, ce qu'elle te propose justement, c'est un peu comme si elle voulait te faire comprendre que tu as toujours été finalement, entre guillemets, trop, tu sais, quand on dit connecté vers les autres. Quand on est connecté avec les autres, ben, on est tout le temps en harmonie avec les autres. Puis on n'est pas finalement en harmonie avec soi parce qu'on veut justement que les autres finalement nous apprécient. Et quand on veut que les autres nous apprécient, on devient très dépendant d'eux et très sensible à eux et très fragilisé par eux parce que si le moindrement qu'une personne ne nous dit pas qu'elle nous apprécie, bien évidemment, on peut se sentir complètement démoli de l'intérieur. Alors j'ai l'impression que quelque chose de cet ordre-là, c'est ça un peu en tout cas comme ta mère semble vouloir te communiquer, c'est qu'il y a un espace que tu as à apprendre à habiter en toi et cet espace-là, pour moi, est beaucoup relié à des pleurs. Les pleurs, bien évidemment, c'est les pleurs que j'appellerais de l'échec. Les pleurs de l'échec, ça vient aussi avec le sentiment qu'on a beau avoir plein d'amour, puis plein de délicatesse, puis plein de douceur, puis plein de gentillesse envers notre entourage. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on va être apprécié par notre entourage, puis qu'on n'arrivera pas à faire des miracles. On n'arrivera pas toujours à faire des miracles vis-à-vis de celui-ci. Ah, c'est là qu'il y a des deuils, c'est là qu'on a des déceptions. C'est là qu'on doit apprendre justement à se reconnecter avec, avec ce sentiment justement qu'on est entre guillemets seul au monde. La bonne nouvelle d'être seul au monde, c'est de se rendre compte que si on reconnaît qu'on est seul au monde et qu'on assume qu'on est seul au monde, on se dit mais qu'est-ce que j'ai envie d'apporter à la société? Qu'est-ce que j'ai envie d'offrir à la société? Et pour moi, il y a quelque part une capacité d'aider les autres que tu as en toi. Et cette capacité d'aider les autres, elle se fait dans un contexte où tu t'apprécies, tu t'aimes, et dans lequel tu apprends justement à accepter l'idée que tu puisses aider les autres sans te perdre dans les autres. Et c'est ça un peu que je sens qui est vraiment l'élément important chez toi, je dirais. Donc là, je vois que tu as fait des commentaires, que je vais revenir. Je me suis perdu totalement, je me retrouve petit à petit. Je ressens d'ailleurs beaucoup l'extérieur, je suis une éponge. Ben justement, c'est ça quelque part. Quand tu dis que tu t'es perdu, mais pour te retrouver, ben, il faut effectivement que tu fasses le deuil de ce monde extérieur-là. Parce que ce monde extérieur-là, c'est pas qu'il est méchant, hein, c'est juste que toi, tu as donné trop d'importance et tu as pas appris finalement à te donner le droit de reconnaître la juste place. La juste place, c'est que moi, je peux aider les autres, mais je peux m'aider aussi. Donc, si je peux m'aider moi, je n'ai pas à me perdre dans les autres. J'ai à donner aux autres un certain nombre de choses à l'intérieur des limites que j'ai et accepter justement que ces limites-là ne puissent pas finalement me faire perdre, hein, me perdre mon identité dans les autres, tu vois? Alors
je sens, moi, quelque part, qu'il y a donc une juste place dans cette capacité de service, parce que moi, je pense que tu as vraiment une capacité de servir les autres, d'être au service des autres, mais inévitablement, ce qui te manquait jusqu'à maintenant, c'est cette volonté que tu attendais d'être reconnu par les autres. Tu attendais de l'amour des autres. Et quand on est comme ça, bien évidemment, on devient piégé parce que plus on fait plein de choses pour les autres, parce qu'on est dans le service naturellement, et plus les autres vont finalement prendre ce qu'on leur donne, hein, ce qu'on leur donne, mais quelque part, on va devenir à un moment donné piégé parce qu'on va l'impression de tout le temps donner beaucoup, beaucoup aux autres, puis pas nécessairement avoir la reconnaissance que l'on souhaiterait d'eux. Alors, je pense qu'il y a vraiment comme un deuil à faire à ce sujet-là pour te ramener justement à l'idée que tu as envie maintenant de renouer contact avec une certaine forme de, tu sais, c'est un peu comme une femme, à quelque part, qui, est capable d'avoir qui a une certaine intuition, une certaine sagesse et qui est capable de comprendre les choses. Alors, quand on comprend les choses, je vais donner un exemple de ça, quelqu'un qui est manipulateur. On a un manipulateur devant soi et on peut le percevoir que cette personne est manipulateur, mais on doit un jour se positionner face à ça, puis reconnaître à quelque part, cette dynamique-là qui est malsaine, qui s'exerce sur nous, puis de ne pas adhérer à ça, tu vois? Mais ça demande de ta part à toi de te faire confiance, puis de reconnaître cette forme de sensibilité qui est en toi. Parce que jusqu'à maintenant, ta sensibilité était tellement élevée que tu donnais du pouvoir aux autres. Tu avais quelqu'un de manipulateur devant toi, mais comme tu étais gentille, tu allais te taire, puis tu allais voir ça, mais tu n'allais pas donner de la crédibilité à ce que tu ressentais. Tu ne te mettais pas dans une position de pouvoir face à cette personne-là et tu la subissais. Et c'est ça, je pense, qui est vraiment l'étape essentielle de ton cheminement, c'est d'apprendre à te reconnaître dans ta grandeur. Tu es infirmière, puis je pense que c'est super d'être infirmière, puis ça correspond bien à ce que je perçois de toi aussi. Maintenant, une infirmière qui est une victime est une infirmière malheureuse. Une infirmière qui reconnaît quelque part sa grandeur signifie qu'elle a un rôle à jouer important, mais elle a un rôle à jouer important que dans la mesure où elle se respecte. Et c'est ça, je pense, qui est vraiment important pour toi à ce niveau-là. Donc beaucoup d'intuition et de sensibilité. Donc, je pense que c'est ça, quelque part. Tu as vraiment à renouer contact justement avec cette grandeur-là. Puis cette grandeur-là, évidemment, va faire quoi? Ben, elle va faire que tu vas commencer à déplaire au monde. Hein, parce que si tu commences à reconnaître cette sensibilité et cette intuition, cette vérité que tu reconnais chez les autres, ce qu'ils sont vraiment, tu vas devenir de plus en plus capable de te protéger d'eux, donc d'être plus capable aussi de leur mettre dans leur visage, finalement, ce qu'ils sont aussi. Donc, tu vas être moins dans un accueil absolu, mais tu vas être plus dans une position où tu vas commencer à reconnaître que toi, en fin de compte, en tant que femme, pour donner un sens à ta vie, tu dois développer ton éthique. Ton éthique, c'est que toi, il y a des choses que tu considères comme justes, puis des choses que tu considères comme pas justes. Et je pense que c'est ça, quelque part, que tu dois apprendre à développer dans ta vie dorénavant. De mettre en évidence, justement, ce que l'éthique qui est en toi anime, qu'est-ce qui est important pour toi, et de lui donner le droit d'exister. Ce qui n'a pas été fait quand tu étais enfant. C'est ce qui explique pourquoi tu es resté un peu dans ce piège-là, si tu veux. Oh oui, c'est fini ce métier, je me suis perdu complètement, plus souci de santé. Mais c'est ça, à quelque part. Donc, il faut maintenant que tu retrouves à quelque part le juste équilibre. Et ce juste équilibre-là, justement, doit se faire à travers cette forme de sensibilité qui est en toi. Et tu sais, tu me dis que tu es perdu, bon, infirmière, coaching, tu sais, coach, par exemple, des choses comme ça pourraient être d'autres avenues. Mais l'essentiel de tout ça, c'est que si tu recommences ce que tu as été jusqu'à maintenant, si tu ne te remets pas en question par rapport à ton fonctionnement, tu vas retomber dans le même piège. Donc, il faut vraiment que tu apprennes à te donner cette position plus aimante dans laquelle tu reconnais quelque part cette perspicacité qui est en toi et que tu apprennes justement à mettre des limites aussi dans les relations que tu as avec les gens pour reconnaître ta dimension adulte et te donner la permission de ne plus être, entre guillemets, manipulé par ton entourage. C'est ça un petit peu que je te dirais par rapport à ça. Alors évidemment, donc, on va devoir s'arrêter ici, ma chère Mélanie. J'espère que quand même que ça a pu t'aider par rapport à la question que tu avais. Mais je pense que c'est ça, tu as à redéfinir sans doute ta mission de vie par rapport à être infirmière, à aider autrement peut-être, mais surtout à aider avec le respect de ta personne. Je pense que c'est vraiment ça qui est essentiel et en reconnaissant cette perspicacité, cette adulte, cette maturité qui est en toi, qui va te permettre de te protéger d'une façon plus efficace aussi à l'intérieur de toi-même. Donc, c'était pour ça. Ben, moi, oui, si tu me dis donc quand même l'un à l'autre, j'ai l'impression, évidemment, moi, je peux me tromper, hein, à l'intérieur de tout ce qui est présent dans ce que je viens de te dire, mais j'ai quand même l'impression quand même que tu as besoin que cette notion d'aide est importante pour toi, mais une aide qui n'est pas faite comme tu l'as fait dans le passé.
c'est un aide, mais un aide d'adulte. Quand on dit, «Je fais de la relation d'aide, mais je suis un adulte», ça veut dire quoi? Mais j'aide pas n'importe qui, j'aide pas n'importe comment, je me perds pas dans les autres, là. Je suis dans une position où je respecte qui je suis. C'est ça, je pense, qui est important de reconnaître là-dedans aussi. OK, donc on va maintenant passer à une autre personne maintenant. Il y a donc, j'avais vu Soline Laure, je crois, qui avait fait une demande, mais là, elle me dit finalement que c'est incroyable tout ce que cela me concerne à 100 c'est magique. Donc, c'est super. Solène, on vient de passer, on vient de donner comme des bons messages à ce niveau-là. Donc, si tu veux bien, on va simplement poursuivre avec une prochaine personne. Il y a Irène qui me dit: «J'aimerais savoir par quel moyen je peux reconnecter à mes perceptions extrasensorielles». Alors, dans ta question que tu me dis, Irène, ça sous-entend que tu as déjà, hem, heu, donc, heu, donc Mélanie qui me dit: «Bon, ça me parle énormément beaucoup ce que j'ai dit», donc c'est juste pour vous le préciser. Donc Irène me dit, bon, qu'elle aimerait reconnecter avec ses perceptions extrasensorielles. C'est intéressant. Ça sous-entend que tu as déjà connecté avec elle. Alors, si tu as perdu connexion avec elle, c'est peut-être parce que justement, il y a, un manque de maîtrise de ça, tu vois? Alors, je vais quand même regarder, d'un point de vue intuitif, mais c'est certain, comme je disais tantôt, que toute la il y a pour moi, développer les perceptions extrasensorielles, c'est savoir comment ça fonctionne et moi, ce que je propose dans l'enseignement que je donne, c'est vraiment, dans les 2 jours, c'est vraiment une méthodologie pour arriver à développer les perceptions extrasensorielles et être capable de les développer et de les améliorer à mesure qu'on pratique ça. Parce que souvent, on a l'impression qu'une perception extrasensorielle, c'est quelque chose qui arrive par magie. On a vécu quelque chose, une expérience particulière, et on est devenu intuitif. Et on est devenu intuitif, mais on ne comprend pas comment c'est arrivé. Et c'est un peu là qu'il y a un piège, parce que quand on ne comprend pas comment l'intuition est arrivée, ben, elle peut partir à tout moment parce qu'on ne la maîtrise pas. On ne connaît pas l'outil finalement. Donc ça, c'est une première chose, c'est que moi, je crois que pour être capable de développer des perceptions extrasensorielles, il faut commencer à cerner la méthodologie, comprendre comment elle peut se développer et de chercher à développer l'outil finalement. Ça, c'est pour moi essentiel. C'est quelque chose dans lequel tout mon apprentissage a passé par là. J'ai voulu vraiment beaucoup développer mes habiletés en pratiquant beaucoup parce que justement, c'est comme ça qu'on arrivait à le faire. Et en comprenant comment l'outil, ben, on arrive à le maîtriser. Puis c'est un peu comme ça que je dirais cela par rapport à Irène. Maintenant, on va regarder intuitivement davantage ce que je perçois de toi, Irène, par rapport à ça. À toi, Irène, la première chose que je te dirais concernant ces perceptions extrasensorielles, une des particularités de quand on est intuitif, c'est de faire face à des messages intuitifs qui nous dérangent ou qui nous font mal ou qui nous blessent intérieurement parce que quelque part, ça nous bouleverse de constater que c'est les messages intuitifs qui se manifestent à nous viennent nous bouleverser intérieurement. Et tu vois, la première chose que je sens de toi, Irène, c'est ça. C'est que j'ai l'impression qu'il y a des messages intuitifs que tu as peut-être captés ou dont tu as peur finalement, qui te ramènent justement à te dire: «Je ne veux pas les voir, je ne veux pas les entendre, je ne veux pas les ressentir dans mon corps parce que ça me fait trop mal». Un peu comme si on avait à constater, tu sais, quand on parle de déception. La déception, c'est qu'on peut mettre des gens sur un piédestal et se dire: «Cette personne est extraordinaire, merveilleuse, fantastique» et on peut arriver des fois, quelquefois, à constater que ces personnes-là qu'on pensait effectivement être extraordinaires, ben, on est confronté à être déçu d'eux. Pourquoi on est déçu d'eux? Ben, parce qu'à quelque part, on découvre justement, des choses qu'on n'avait pas imaginées d'eux et que comme on arrive à le faire, ben, l'intuition, des fois, peut nous permettre sans qu'on le veuille comme tel, hein, de capter à quelque part des informations qui éclairent notre compréhension de l'autre et qui peuvent nous amener à être tellement nous décevoir qu'on peut à quelque part se dire, bon, ben, j'ai plus envie, moi, d'être connecté parce qu'à quelque part, ça me fait trop mal, ça me fait trop de douleur. Et c'est ça un petit peu que je sens de toi par rapport à ça, Irène. Je ne sais pas ce que tu en penses. C'est tout à fait ça. OK. Donc, on va essayer de faire une action maintenant pour rétablir l'énergie, puis te dire un petit peu qu'est-ce qui se passe pour donner une information supplémentaire. Tu sais, quand l'intuition, ça touche quelque chose de bien important, c'est la foi. La foi envers quoi? Ben, envers soi-même pour commencer. Alors moi, quand même, si je capte quelque chose de quelqu'un, par exemple, que je capte que quelqu'un n'est pas vrai ou qu'elle n'est pas sincère, ben,
si j'ai pas confiance en moi, si j'ai pas confiance en l'outil intérieur qui est en moi, je vais pas reconnaître l'information, puis je vais la négliger. Je vais pas reconnaître que, ce qui se passe, finalement, est une vérité. Et c'est là quelque part que quand on commence à regarder, hein, l'intuition, ben, l'intuition, c'est la même chose. L'intuition, c'est finalement être capable de se connecter avec ce monde intérieur, puis être capable de l'écouter. Puis de l'écouter, c'est de finalement faire confiance à ce monde intérieur-là qui peut nous révéler des informations qui peuvent effectivement nous déranger, nous faire du mal, nous amener à vivre des déceptions. Et je pense que c'est là, quelque part, qu'il y a tout l'apprentissage de la maturité qui est nécessaire là-dedans. Puis quand je dis la maturité, c'est, hein, je dis pas que Irène n'est pas mature ou comme, hein, que moi je suis mature. On est tous dans cette forme d'immaturité à un niveau plus ou moins important, qui est de constater quelque part que, en tant qu'être humain, on développe l'outil intuitif de développer la foi intérieure envers nous-mêmes. Et cette foi-là, ben, elle est fragile. Et je pense que dans le cas d'Irène, lorsqu'on cherche à rétablir le mouvement énergétique chez elle pour se reconnecter justement avec cette foi, bien évidemment, il y a des pleurs, il y a de l'émotion, à quelque part, un peu comme une petite fille qui s'est fait enseigner quand elle était enfant que papa avait toujours raison, pour un exemple caricatural, et que finalement, elle découvre finalement que papa n'a pas toujours raison. Alors évidemment, ça peut faire peur parce que ça nous ramène à se dire, bon, mais si papa n'a pas toujours raison, mais c'est peut-être qu'il a toujours tort finalement. Hein? On ne peut pas être sûr que tout le temps raison, mais on peut arriver même à penser qu'il y a toujours tard. Et là, ça peut nous amener effectivement à nous mettre dans une position où, dans nos relations avec notre entourage, ben, on se met à douter. On se met à douter parce que justement, on n'a plus de référent. Hein, quand on est un enfant, on a besoin d'un référent qui est notre père, notre mère, pour nous développer une certaine identité, une certaine stabilité. Et avec le temps, ben, si on remet en question cette apparente stabilité-là, ben, on se retrouve dans une position où on devient chaotique, hein, c'est-à-dire qu'on n'a plus rien sur quoi reposer. Ça touche aussi les relations dans notre entourage aujourd'hui. Mais si moi, j'ai confiance en quelqu'un, puis que finalement, dans mon développement, j'arrive à constater que cette personne-là, quelque part, ben, elle me guide pas bien, elle me comprend pas bien, elle me cerne pas bien, ben, j'arrive à me remettre en question complètement sur cette relation-là que j'ai avec cette personne-là. Et ça peut m'amener effectivement à avoir peur de me faire confiance là-dedans, parce que ça veut dire que je me réapproprie un certain pouvoir et je me donne l'autorisation d'être adulte et que l'autre personne, ça ne veut pas dire que je vais la mettre dehors, comme on dit, mais je vais peut-être chercher à développer une relation différente, puisque je vais reconnaître que finalement, j'ai une certaine vérité intérieure en moi qui mérite d'être entendue, qui fait que l'autre personne, mais je n'ai peut-être plus envie de faire que simplement de l'écouter. J'ai peut-être envie d'interagir avec elle davantage. C'est ça un peu que je dirais par rapport à ça. Oui, c'est vraiment dépend d'avoir cette foi profonde en soi, croire en moi et en mes capacités. Oui, puis je te dirais aussi sans doute d'approprier cette vision adulte de la femme que tu es, dans lequel tu apprends donc à communiquer avec ton entourage et d'une façon plus adulte pour reconnaître justement ton droit à dire non, par exemple, à quelqu'un. Même si cette personne, tu l'apprécies, tu peux l'aimer beaucoup, et cetera. Ça ne veut pas dire que parce que tu lui dis non à quelque chose, que tu es en train de lui dire que tu ne l'aimes pas. Tu es en train, par contre, de lui dire que tu ne diras pas oui à tout, parce qu'effectivement, tu es une femme, tu es une adulte, tu as une certaine maturité, tu as une certaine écoute de toi et que tu as envie, effectivement, de te respecter là-dedans. Donc, ça ouvre la porte à des relations plus adultes et plus matures, mais évidemment, ça nous oblige à quelque part changer un regard qu'on avait sur soi, qui est associé donc à quelque chose de plus passé, dans lesquels on avait eu l'impression qu'il y avait quelque chose d'immuable dans la confiance qu'on pouvait avoir des gens et que là, on reconnaît que la transformation qu'on est en train de vivre nous ramène à cette forme de maturité plus grande, tu vois? Alors, c'est un vrai problème pour moi de dire non, c'est juste, ben, c'est ça. Je pense que c'est là quelque part que tu as un apprentissage et on est nés tous là-dedans et sans doute ça va être intéressant pour toi d'apprendre à être davantage à être à l'écoute de toi, pour apprendre à révéler à toi-même, pour commencer, hein, ce que toi tu ressens comme étant juste et ce que tu reconnais comme étant pas juste aussi, hein, de le noter dans un journal intime, pour apprendre à te faire confiance, à te donner un sentiment de vérité envers toi et ensuite de pouvoir l'appliquer vers les autres. C'est ça un petit peu que je te conseillerais, par rapport à ça. Donc, c'est pas mal complet pour moi, Irène. Donc, s'il y a quelque chose, ben, tu peux toujours me faire part de ton commentaire là-dessus. On va passer à une autre personne maintenant pour aller voir un petit peu, ce qui en est. Hem, je vais aller voir Marie-Annick, Marie-Annick, c'est ça, Baraté. Pourquoi je me sens bloqué? Comment lever le blocage? On va regarder ça. Mais tu vois, Marie-Annick, la première chose que je sens de toi, c'est comme si,
Tu sais, quand on dit: «Je ne veux pas me montrer, je ne veux pas me dévoiler», comme ça, quelque part, il y avait quelque chose en toi qui était, je vais dire ça d'une façon exagérée puis caricaturale en le disant comme ça, mais tu sais, quand on dit, par exemple, qu'on est éteinte, alors c'est dommage d'être éteinte parce qu'on est tous à quelque part, avec un potentiel de lumière et ce sentiment d'être lumineux, ben, fait qu'on s'accorde le droit d'être qui on est et que si effectivement on se sent bloqué, hem c'est peut-être parce que justement, on s'est volontairement nous-mêmes éteintes, parce que quelque part, on a l'impression que l'entourage, devrait nous reconnaître, devrait nous voir, devrait nous accorder le droit d'être lumineuse. Et toi, puis je sens que c'est ça quelque part que tu as besoin de retrouver en toi, c'est cette fameuse confiance, hein. La confiance, c'est de se dire: «Ben, regarde, j'attends plus que l'autre me dise c'est bien ou c'est pas bien d'être qui je suis. Je m'autorise le droit d'être qui je suis» et ça demande du courage et ça demande du temps. Ça demande du temps parce que quand on était blessé, dans notre vie, qu'on a l'impression quelque part que toute notre vie, on était un peu dans une attente d'être reconnu et vu à notre juste mesure, et qu'on attend ça, puis que ça ne vient pas, ben, quelque part, on développe une forme de renfermement sur soi où on est très déçu et on arrive à ne plus croire en soi parce que justement, notre entourage ne donne pas de signes qui nous permettraient de nous faire confiance. Mais à un moment donné, on doit développer une responsabilité par rapport à ça en reconnaissant qu'un jour ou l'autre, on doit se donner le droit de reconnaître cette volonté d'être responsable en se disant, ben voilà, je ne suis plus en train de dire que c'est les autres hein, qui ne me reconnaissent pas. Je suis en train de me dire c'est moi qui ne me reconnais pas. Et le fait que je ne me reconnaisse pas m'oblige donc à me tendre la main. Me tendre la main, ça veut dire quoi? C'est d'arrêter d'être négative envers moi-même, d'arrêter de me dire des choses pas sympathiques, pas gentilles, de me supporter, de me nourrir, de me valoriser, de commencer justement à me regarder dans un miroir et à me dire mais de quelle façon que je peux me sentir bien face à moi-même, de quelle façon je peux rayonner justement, quelles sont les façons que je peux faire pour commencer à me sortir justement de la position de l'attente que je peux avoir envers les autres. Parce que si je me donne l'autorisation à moi de m'apprécier et de m'aimer, ben, si je m'aime, je risque effectivement de me mettre dans une position où, parce que je m'aime, je vais donc être capable de confronter les autres qui ne se comporteraient pas en accord avec ce que moi je considère comme mérité, tu vois. C'est là qu'on commence à se sortir d'une position de victime pour commencer à se rendre compte que nous, on a envie effectivement d'un certain égard des gens. Et que si on ne le dit pas, ces gens-là ne peuvent pas deviner. Si moi, je suis assis sur un fauteuil et que je ne parle jamais, mais que j'ai en dedans de moi plein d'attentes face aux gens qui sont autour de moi, mais que je leur dis jamais rien. Les gens, ben, ils vont pas nécessairement deviner que j'ai des attentes et des besoins envers eux. Si je prends le temps de m'assumer et que je leur dis ce que je veux, ce que je veux pas, il y a des chances, à quelque part, que j'arrive à développer une relation plus satisfaisante avec eux. Et je pense que c'est ça un petit peu que je te dirais, Marie-Annick, par rapport à ça. Tu pourras me revenir, bien sûr, si tu as des commentaires sur ce que je viens de te dire concernant ça. OK, donc je vais peut-être poursuivre maintenant pour, en attendant les commentaires. Donc merci à toi, Yann. Il y a Sophie maintenant qui m'a posé une autre question. Hem, «Bonsoir, perdu moi aussi et aujourd'hui. J'ai l'impression que ça me touche tous les plans, comme englué et de ne pas y voir clair. Que faire? Mon intuition ne se manifeste pas comme bloquée». Donc on va regarder un petit peu, Sophie. Je vais juste regarder un petit peu pour les commentaires. Alors Marie-Annick qui me dit: «Oui, c'est très juste». Bon, je te remercie et j'espère que ça va pouvoir donc te faire cheminer dans ton vécu. Alors évidemment, comme on parle ici de la foi, hein, c'est beaucoup ça la foi qui ressort jusqu'à maintenant et la foi, c'est de croire en soi et ça demande donc du temps pour arriver à le faire. Donc on doit se soutenir, puis on doit peut-être des fois demander de l'aide, hein. Quand on n'est pas capable de se donner la permission de se soutenir, ben, on se retrouve à quelque part dans cette demande d'aide qui va faire qu'une personne, un intervenant, un professionnel va pouvoir nous accompagner dans cette démarche-là. Alors pour Sophie maintenant, ça, Sophie, la première chose que je te dirais, c'est que tu as peu de jambes. Comme ça que je pourrais le décrire au niveau énergétique, hein, quand je regarde ta globalité, on voit que tes jambes sont très, très petites par rapport au reste du corps et qu'il y a quelque part une réflexion intellectuelle qui est très développée. Alors, la réflexion intellectuelle, c'est par exemple se dire ben, pourquoi je vais faire ceci, pourquoi je vais faire cela. Tu vois, on devient, l'intellect prend tellement de place qu'il développe donc une réflexion intellectuelle qui justifie le fait de ne pas faire telle chose, de ne pas faire telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Ça, c'est dans la tête.
On sait aujourd'hui qu'il existe d'autres cerveaux que celui de la tête, le cerveau du cœur, le cerveau du ventre, qui mettent en évidence justement que notre corps a une façon d'appréhender notre monde intérieur d'une façon différente. Notre tête a une façon d'appréhender qui est plus de l'ordre intellectuel, mais le cœur, ben, lui, il peut se connecter justement avec la capacité donc de s'accueillir, de s'accepter dans toute la démarche intuitive, entre autres, hein, dans tout le côté sensitif qui est en soi. Puis le ventre, ben, est plus relié aux instincts souvent. Et dans le cas de Sophie, bien évidemment, on comprend ici qu'elle a beaucoup développé son cerveau, sa tête, mais s'est déconnectée de son cœur et de son ventre. Donc, elle s'est déconnectée justement de, de ce qui lui apporterait justement l'opportunité de développer des jambes d'une façon plus importante. Alors, c'est une première chose que je te dirais. Tu pourras me faire un commentaire, évidemment, Sophie, là-dessus, mais on va regarder évidemment aussi euh, l'action maintenant qui va lui donner plus de jambes. Hein. On va voir un petit peu de quelle façon que ça peut euh, arriver à cela. Donc oui, très pragmatique. Est-ce un lien? Oui, je pense qu'effectivement, c'est un lien. Des migraines, c'est pas trop surprenant, puisqu'évidemment, je pense que dans ton cas, Sophie, il y a beaucoup d'énergie qui monte vers la tête. Et évidemment, quand il y a trop d'énergie qui monte dans la tête, ben, les migraines, ça va de pair, hein, c'est-à-dire qu'on développe une forme de tension ici, puis on n'arrive pas à descendre dans nos jambes. Donc là, on va faire une action pour essayer de voir comment, si je cherche à renforcer tes jambes, qu'est-ce qui se passe? Et on va donc approfondir à ce sujet-là. Tu vois, il y a quelque part, quand on fait bouger l'énergie dans tes jambes, la première chose qu'on sent, c'est un peu comme un sentiment de perte de pied. Et pourquoi on perd pied? Ben, parce que quelque part, il y a quelque chose de très jeune fille qui apparaît. Une jeune fille, qu'est-ce que c'est? Une petite fille, en fin de compte, toi, par exemple, une enfant. Alors, un enfant, quelque part, ça n'a pas développé son intellect tellement fortement, mais ça a envie de vivre intensément la vie. Ça a envie de définir c'est quoi qui me fait plaisir, c'est quoi qui me nourrit, qui m'excite, qui me fait envie. Un enfant, quelque part, est beaucoup plus dans son ventre, justement, puis à quelque part dans son cœur, hein, il est beaucoup plus dans la volonté de se connecter au plaisir. Puis ce plaisir-là, quelque part, il ne se demande pas, lui, cet enfant-là, si le plaisir est juste ou pas. Il ne se demande pas si c'est un bon plaisir ou un mauvais plaisir. Il ne fait que vivre le plaisir. Et quand on ne fait que vivre le plaisir, ben quelque part, on risque de se retrouver dans une situation où on pourrait se faire juger par l'extérieur. Hein, par exemple, quelqu'un qui ferait quelqu'un qui ferait une action qui pourrait être jugée moralement, ben, on pourrait lui dire: «Ah, mais c'est pas bien ce que tu viens de faire». Hein, tu vois? Alors, j'ai l'impression que toi, Sophie, tu as appris à te mettre dans une position de juge envers toi-même, où à chaque fois que tu as envie de faire quelque chose qui serait relié au plaisir, tu vas évaluer quelque part si c'est juste ou pas. Et si c'est juste, ben, tu vas peut-être le faire. Si c'est pas juste, tu le feras pas. Et c'est là, quelque part, que j'ai l'impression hem, que tu te retrouves dans une situation, quelque part, où finalement, ben, tu te censures beaucoup par rapport à cette envie de vivre ta vie d'une façon beaucoup plus enraciné, hein. Tu me manifestes si petite, je n'avais pas le droit de courir. Donc, on comprend bien que le fait que quand on n'a pas le droit de courir, ben, on n'a pas le droit donc d'utiliser nos jambes. Et en tant qu'enfant, bien évidemment, ça a des incidences, hein, parce que ça nous amène aussi à comprendre que tout ce qu'on pourrait appeler le côté spontané, hein, quand un enfant court, c'est parce qu'il en a envie, il a envie de courir, parce qu'il a envie de gaspiller une certaine somme d'énergie qui est en lui. Donc, quelque chose de très instinctif, de très impulsif là-dedans, qui est tout à fait naturel, je dirais. Et je pense que c'est important, évidemment, donc de se respecter dans cette volonté, justement, de retrouver ce plaisir-là. Puis c'est ça qu'on sent beaucoup lorsqu'on cherche à rétablir le mouvement dans tes jambes, cette envie que tu as de pouvoir effectivement constater quand dans toi, il y a donc une enfant, une femme qui a donc des besoins. Ces besoins-là sont différents d'autres êtres humains, hein. Donc, ils peuvent être jugés, ils peuvent être différents même. Donc, on peut effectivement se sentir pas à l'aise de les assumer. Mais je pense que l'étape fondamentale de la vie de tout être humain, c'est d'accepter justement la différence. La différence, moi, par exemple, en tant qu'être humain, ben, je suis né comme je suis né, avec des caractéristiques qui ont fait que je suis devenu ce que je suis devenu. Alors, bien sûr que je peux travailler pour m'harmoniser à moi-même. M'harmoniser à moi-même ne veut pas dire de changer ou ne veut pas dire de m'intellectualiser à outrance. Ça veut juste dire être capable de reconnecter avec l'envie que j'ai d'être heureux être en harmonie avec moi. Donc, cette idée-là d'être en harmonie avec moi exige justement que je prenne le temps
de goûter à ce plaisir-là, de m'incarner, puis de répondre à mes besoins, puis mes envies. Et je pense que c'est ça, quelque part, qui va être important. Toi, tu dis, oui, c'est ça, je me juge beaucoup, mais justement. Donc, je pense que cette connexion avec tes jambes, elle part justement sur l'idée que laisser, tu sais, on est dans nos jambes, qu'est-ce qu'on fait? On marque le sol. Et quand on marque le sol, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on laisse des traces. Et quand on laisse des traces, ben, les gens peuvent me dire, ah, t'as fait telle chose, t'as fait telle chose. On peut se sentir mal avec ça. L'idée là-dedans, c'est de se dire, mais pourquoi devrais me sentir mal d'être qui je suis? Moi, j'ai simplement à faire la paix avec moi-même, à me dire que je m'aime. Et si je m'aime, ben, quelque part, j'arrête donc justement de me juger, de m'interdire le droit de pouvoir être en amour avec moi. Et c'est ça un petit peu que je te dirais par rapport à ça, Sophie. Ouais, mais si tu as de la difficulté, mais quelque part, la première chose qu'on a à faire justement, c'est de se donner l'autorisation de faire ce qu'on a à faire. C'est-à-dire que si tu te donnes la permission de te dire: «Ben, tiens, moi, je vais me donner la permission de faire un pas, puis j'ai envie de faire quelque chose, donc je vais aller le faire, puis je vais voir comment je me sens avec ça. Je suis pas tout à fait sûr que c'est ça que j'aurais envie de faire, ben, je vais le faire quand même. Je vais voir comment je me sens quand je le fais». On doit se sortir justement, tu sais, c'est un peu comme l'image de quelqu'un qui se dit: «Il y a une source d'eau devant moi et je me demande si elle est froide». Je me demande si l'eau est profonde. Je me demande si c'est confortable de se baigner dedans. Tu vois? Je pourrais être comme ça, puis rester puis 20 ans plus tard, je pourrais me retrouver devant la même situation en me disant: «Ah, il y a une source d'eau devant moi, je me demande si elle est chaude, elle est froide, elle est confortable, pas confortable» et cetera. Donc un jour ou l'autre, je dois mettre mon gros orteil dans l'eau pour déterminer si elle est froide ou elle est chaude. C'est-à-dire que je dois sortir de mon mental qui, lui, ne fait que des hypothèses, des réflexions qui ne font que tourner en rond pour passer à l'action et l'action va m'amener à affirmer, à m'assurer que ce que je suis en train de faire m'amène vers une confirmation d'une hypothèse que j'avais émise. Et je pense que c'est ça quelque part que tu dois apprendre, Sophie, c'est de tu pars des hypothèses, je pense que tu as beaucoup d'hypothèses. Maintenant, il faut que tu les mettes en action pour aller vérifier tes hypothèses pour que tu sois capable de déterminer ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas. Voilà, c'est ça un peu que je te dirais. Et elle me dit: «Message compris, donc c'est parfait. Je te remercie Sophie de ta participation. Hem, donc merci à toi, Sophie, aussi. Donc, je vais essayer de voir. Là, je retrouve ici une personne qui me dit, je pourrais être, c'est Marie-Christine. Je pourrais être sophrologue car la sophrologie m'a beaucoup aidé dans des moments difficiles, mais est-ce que j'en suis capable? Est-ce ma mission de vie? Merci de votre aide. Alors, tu sais, cette notion d'être, d'avoir un intérêt pour la sophrologie, euh, est-ce que c'est ma mission de vie? Tu sais, la mission de vie, à quelque part, c'est quelque chose justement, comme je dis souvent aux gens, c'est qui évolue avec le temps. C'est-à-dire qu'on peut avoir donc une volonté de faire un certain cheminement et ce cheminement-là peut nous amener à constater quelque part que ce cheminement-là va nous amener vers un autre cheminement, puis finalement nous amener à constater que la mission de vie évolue finalement. Tu vois, c'est pas quelque chose de figé dans ce sens-là. Maintenant, on va regarder ta question, Marie-Christine, un petit peu plus loin. Tu vois, la première question qui me vient par rapport à toi, Marie-Christine, la première chose que je sens, c'est au niveau du ventre et c'est au niveau du vide que je perçois dans cette région-là. Et pour moi, ça touche vraiment la notion d'identité. Alors, la première chose que je te dirais, c'est nourris ton identité. Alors, nourrir son identité, c'est se regarder dans un miroir, puis de définir qui on est. Alors, définir qui on est, c'est quoi les compétences qu'on a, c'est quoi les qualités qu'on se donne. On va aller dans le positif, hein, on pourrait se dire nos défauts, et cetera. Mais là, on va plutôt chercher à nourrir quelque part une façon positive qui on est pour se donner une prestance. La prestance, c'est se regarder dans le miroir puis se dire, mais tiens, Marie-Christine se regarde dans le miroir, puis elle s'apprécie, elle se trouve finalement des qualités, elle s'apprécie, elle s'aime, elle reconnaît quelque part quelque chose qu'elle a besoin d'incarner. Parce que moi, ce que je sens de toi, Marie-Christine, c'est un peu comme une bouteille vide. Alors, la bouteille, il faut qu'elle soit remplie c'est le corps, ça, qui doit être rempli de belles choses. Alors, quand on remplit le corps de belles choses, c'est là qu'on commence à avoir de la valeur à nos propres yeux, qu'on commence à se regarder dans un miroir, puis on se dit, waouh, je suis une belle personne, je suis quelqu'un qui s'aime, je suis quelqu'un quelque part qui a envie de s'épanouir. Donc, c'est là quelque part que la fameuse question de est-ce que j'en suis capable perd de sa signification. Parce que quand on est rempli d'une certaine énergie en dedans de soi, on ne se pose pas la question si on va être capable de faire quelque chose. On fait quelque chose parce qu'on a la conviction et la volonté
de le faire, tu vois? Mais quand on n'a pas cette énergie qui est remplie à l'intérieur de soi, on est vide. Et quand on est vide, qu'est-ce qu'on cherche à faire? C'est qu'on cherche à quelque part à s'identifier, comme un peu comme une étiquette, à s'identifier à quelque chose, mais quand on est vide, ben, on n'arrive pas à s'approprier l'information parce qu'on est simplement qu'une image. À l'image, ben, quelque part, c'est dire, ah, ben, j'aimerais ça être sophrologue, mais pour moi, sophrologue, c'est une étiquette. C'est un chapeau que je me mettrais sur la tête, c'est marqué sophrologue, et là, je pourrais être sophrologue. Mais en même temps, je ne peux pas être sophrologue sans ou longtemps que je n'ai pas passé par la première étape qui est de me dire est-ce que je peux, moi, quelque part, me remplir d'un contenu qui va faire que la qualité d'être sophrologue va pouvoir être répondue parce que j'aurai finalement fait une première démarche de me donner l'autorisation de croire en moi, de m'apprécier, de m'aimer. Et c'est ça, quelque part, qui est la bonne nouvelle, c'est qu'une formation en sophrologie, qu'est-ce qu'elle nous permet de faire? Ben, elle nous permet d'apprendre justement à reconnaître ce cheminement-là. Tu vois? Elle nous permet donc de constater quelque part que plus j'apprends à m'aimer, plus j'apprends à me donner le sentiment quelque part que j'ai des compétences, des qualités, mais puis évidemment, j'ai la motivation de pouvoir suivre une formation sophrologie qui, elle, va m'aider simplement à cheminer aussi dans l'expérimentation d'une formation comme celle-là, qui va m'apporter évidemment donc à ce moment-là le sentiment d'identité. Hein, je vais me dire, waouh, je me sens sophrologue parce que quelque part, j'ai fait le cheminement, j'ai passé à travers des difficultés et des bons coups aussi. Et c'est ce qui fait quelque part que je suis capable aujourd'hui de me dire que je suis sophrologue. Alors, tu vois, il y a tout un apprentissage là-dedans, Marie. Et cet apprentissage-là, je pense que c'est quelque chose que tu dois apprendre à faire dans un premier temps en te donnant la permission de commencer à te soutenir dans ta démarche. Parce que ça, effectivement, que je sens, moi, qui est peut-être absent chez toi, c'est ce manque de soutien qui est nécessaire pour finalement entreprendre une action quelle qu'elle soit. Alors, c'est un petit peu ce que je te dirais, Marie-Christine. Par exemple, sur les commentaires, tu peux revenir puis on prendra le temps de regarder ça. J'avais poursuivi avec Natacha, qui, me dit: «Je me sens aussi coupable tout le temps. J'aimerais avoir foi en moi et suivre plus mon intuition, être moins perdu ou plutôt moins me perdre». Alors, donc c'est une autre question concernant un petit peu un thème similaire à ce qu'on avait vu précédemment, hein, concernant cette notion de perte, hein, le sentiment de dans la difficulté à se trouver et cette notion de culpabilité qui ressort. Donc on va regarder ça un petit peu, Natacha. Tu vois, Natacha, la première chose que je sens, c'est cette notion de jugement. Tu sais, tu parles de culpabilité, c'est un peu comme, par exemple, quand on est une personne qui a été jugée, justement. Alors, quand on a été jugé, ben, quelque part, on n'a plus le droit d'exister, hein, parce que quelque part, on a été jugé. Donc, on n'a plus le droit, quelque part, d'être qui on est, parce que justement, si on est, bon, on va être jugé de nouveau, donc on doit, quelque part, faire taire quelque chose en soi, parce qu'on ne veut plus, justement, vivre cette culpabilité-là. Donc, ça nous amène donc à nous sentir coupables, parce qu'on porte en nous les traces des gestes qui nous sont reprochés, donc une forme de culpabilité qui vient avec ça, et on n'a plus foi en soi, parce que comme on a cru, en quelque part, qu'on avait le droit d'être quelqu'un, et qu'on nous le reproche, ben, on a perdu la foi envers notre capacité à nous faire confiance. Donc, on devient effectivement dans une position comme ça, quelque part, tout tournait comme dans une forme de confusion, je dirais, hein, comme si on perdait nos références par rapport à l'être humain que nous sommes. Donc, c'est un petit peu comme ça que je te dirais ça dans un premier temps. Là, je vais faire une action maintenant pour établir ça. Puis, sur les commentaires, bien évidemment, tu peux toujours m'en faire part. Tu vois, Natacha, ce que je sens de toi par rapport à quand on cherche à rétablir le mouvement énergétique en toi, il y a un potentiel d'indépendance qui est là. Le potentiel d'indépendance, c'est quand on dit, par exemple, ben moi, je me sens coupable. OK, tu te sens coupable parce qu'il s'est passé des événements, puis et cetera, qui font que tu te sens coupable. Maintenant, à partir du moment que tu te reconnectes avec toi-même, à un moment que tu te libères de tout ce regard de culpabilité que les gens peuvent avoir envers toi, par exemple, ou que tu te libères de ce sentiment de culpabilité qui peut être en toi, tu deviens une femme libre. Et quand on est libre, ben, on se permet de faire des choses qui vont peut-être déplaire des gens, mais on va s'en foutre complètement. Pourquoi? Mais parce qu'on va s'être libéré du jugement que ces gens-là peuvent orienter sur nous. Donc, j'ai l'impression qu'il y a quelque part, tu sais, des fois, on a à marcher sur des œufs pour pas les casser, mais des fois, on a à marcher sur des œufs pour les casser. Et pourquoi les casser? Mais parce que pour mettre en évidence qu'il est hors de question pour nous
qu'on subisse, encore une forme d'humiliation, une forme de jugement, une forme de critique ou je ne sais quoi. On va assumer pleinement qui on est, puis qui m'aime me suivra. Tu vois, il y a quelque chose de cet ordre-là que je sens chez toi, comme si, effectivement, cette, tu sais, cette indépendance que je t'ai décrit n'est pas une indépendance dans laquelle tu sens une culpabilité, c'est une indépendance dans laquelle tu sens de la liberté, parce que tu t'es libéré de cette culpabilité-là, parce que tu t'es donné la permission de reconnaître que ce que tu étais n'était pas une mauvaise personne, que ce que tu avais envie d'exprimer ou de manifester n'était pas une mauvaise chose, mais que tu t'es senti obligé de ne pas le faire parce que tu avais l'impression que des gens n'allaient pas adhérer à ce que tu allais faire si tu le faisais. Et je pense que c'est ça un petit peu qui est sans doute l'objectif que tu as à te donner la permission de faire, c'est de reconnecter avec justement la foi en toi, de te dire, ben moi, j'ai envie d'être moi, tout simplement. Alors, avoir envie d'être soi, mais c'est naturel, hein, c'est totalement humain de se dire, ben j'ai envie d'être moi. J'ai plus envie de me mettre dans une position où je m'interdis d'être qui je suis. Tu vois, c'est un peu comme ça que je te dirais ça. Donc, je ne sais pas si tu as des commentaires à nous dire par rapport à ça, Natacha, mais c'est un petit peu ce que j'avais à te dire. Ne pas avoir peur d'être seul aussi, bien sûr, à quelque part. Puis ça touche effectivement cet acte de liberté, parce que l'acte de liberté, c'est l'acte de la foi aussi. Hein, quand j'accepte, moi, l'idée d'être un être libre, ça on peut très bien se dire: «Mais si je suis libre, je vais être seul», mais c'est pas tout à fait vrai. Si je suis libre, je vais me retrouver avec des gens qui vont me ressembler. Je risque de me retrouver avec des gens qui vont me ressembler et qui vont me permettre de ne pas être seul. Hein, cette notion de solitude, c'est qu'on quitte quelque chose qui appartient au passé pour accéder à quelque chose qui appartient au présent et au futur. Alors, cette phase-là, effectivement, nous amène vers une solitude, mais cette solitude nous permet justement d'incarner, une énergie plus juste de soi, et cette énergie plus juste de soi, mais elle nous permet de pouvoir envisager, de nous connecter avec des relations qui vont mieux correspondre à notre désir d'être. Tu vois, c'est un peu comme ça que je décrirais ça aussi. Donc, il y avait un autre petit commentaire, je l'avais vu passer, qui est un peu différent avec Georges. Comment puis-je dépasser le plafond de verre sur lequel je bute envers la reconnaissance du divin? Alors ça, c'est une question un peu différente de celle qu'on a eue jusqu'à maintenant. Donc, on va regarder ça. Georges, si je peux t'aider dans ce sens-là. Mais tu vois, Georges, je vais te dire quelque chose, on va l'explorer ensemble, cette question-là. Hem, Par exemple, si je suis un méditant, je vais donner un exemple, hein. Je suis un méditant, je médite et je suis en communication avec Dieu, par exemple, tu vois? Et cette communication avec Dieu, heu, devient quelque part une relation, privilégiée que j'ai avec, mais qui m'amène à comme constater qu'un jour ou l'autre, je pourrais incarner ça, cette énergie-là. L'incarner, ça veut dire quoi? Ça veut dire finalement, par exemple, je vais donner un exemple très cru qui me vient comme ça, comme une conférence, par exemple, tu vois? Ah, ben tiens, j'ai expérimenté Dieu, j'ai une certaine expertise dans cette communication que j'ai avec Dieu et j'ai envie de l'incarner. Alors l'incarner, évidemment, il y a un piège d'ego possible là-dedans, hein. C'est-à-dire: «Ah ben non, je ne veux pas aller là-dedans, moi je ne veux pas commencer à faire des conférences, je ne veux pas commencer à me mettre en avant, ce serait un piège de l'ego, je vais pas me montrer, c'est quelque chose de plus, que je sois personnel avec Dieu, j'ai pas à le partager avec les gens. Puis en même temps, tu vois, j'ai l'impression quelque part qu'il y a en même temps là-dedans, une forme d'humilité à partager quelque chose de beau. C'est pas l'ego qui va partager quelque chose de beau, c'est toi qui vas le partager parce qu'effectivement, tu vas avoir quelque chose de beau à offrir, quelque chose de beau à partager et j'ai l'impression que ce que tu appelles le plafond de verre, ben, j'ai l'impression que j'ai justement ce combat avec l'ego. Comme ça, quelque part, il ne fallait pas être ça. Il ne fallait pas être dans cette énergie d'incarnation de qui on est. Je pense que ce serait intéressant peut-être pour toi de l'explorer justement, cette fierté et de voir de quelle façon qu'elle peut se manifester très humblement, hein, parce que quelque part, évidemment, il y a un piège possible de l'ego, mais aussi en étant humble, c'est comme merveilleux à quelque part de dévoiler tout le travail qu'on a acquis humblement et de le partager avec d'autres êtres humains qui vont enrichir simplement, qui vont s'enrichir de nous et que nous-mêmes, on va
être enrichi par l'échange qu'on a avec eux. C'est un petit peu comme ça que je te dirais ça, Georges. Si tu as des commentaires, bien évidemment, tu es le bienvenu. Ensuite, je vais donc, il y avait Odile, je crois, qui avait une question. Alors, comment comprendre une absence de relation avec ma fille? Nous avons toujours été empêchés, séparés, beaucoup de mensonges pendant le divorce. Comment régler le problème? 14 années sans nouvelles. Alors, évidemment, Odile, c'est une grosse question que tu poses là, mais on va donc y aller avec ce que je vais percevoir, puis on va regarder ça ensemble, comment ça va ressortir. Ah, c'est certain que la première chose qu'on sent dans ton énergie, Odile, c'est qu'il y a quelque chose de tendu. La tension, bien évidemment, c'est un peu comme, bon, tu sais, tout ce que tu viens de décrire, quelque part, on peut le ressentir dans ton énergie, quelque chose de relié à une séparation, il y a relié comme une espèce de fige on est un peu figé de l'intérieur. Figé pourquoi? Mais parce qu'à quelque part, on a l'impression qu'il y a une, tu sais, c'est un peu un combat et le combat, quelque part, ben, il nous garde dans une forme de désespoir aussi, parce qu'on n'obtient peut-être pas les résultats qu'on souhaiterait. Donc, pour moi, il y a vraiment une expérience de deuil là-dedans et cette expérience de deuil, c'est sans doute la voie de la solution. Ça ne veut pas dire quelque part qu'on lance la serviette, ça veut dire quelque part qu'on apprend justement, nous, à faire confiance à la vie. Faire confiance à la vie, c'est de se donner l'opportunité de reconnaître à quelque part qu'un jour ou l'autre, hein, qu'un jour, possiblement, cette autre personne-là reviendra vers toi. Mais il y a de la souffrance qui vient dans un premier temps pour toi. Il y a de la souffrance, il y a des deuils, il y a comme une tristesse, il y a de la peine et que cette peine-là, quelque part, ben, te permet, toi aussi, de faire un travail sur ta propre, intériorité, je dirais. La propre intériorité qui est donc finalement de constater que, un enfant ne nous appartient pas, pour commencer et que quand un enfant ne nous appartient pas, ben, on doit accepter justement que l'enfant fasse son cheminement, fasse son expérience, fasse évolue à quelque part, puis que nous-mêmes, on puisse aussi accueillir cette évolution-là, même si ça ne va pas dans le sens de ce qu'on souhaiterait, de ce qu'on voudrait, c'est d'accueillir quelque part ce qui est, tu vois? Et que dans cette idée de l'accueillir, ben, moi, ce que je sens, c'est comme s'il y avait pour toi, en tous les cas, une démarche de détachement importante à faire, parce que j'ai l'impression que dans d'autres vies, on va dire ça comme cela, il y a eu un poids émotionnel très fort de combat, de déchirement, de souffrance concernant donc le lien affectif avec, dans un contexte familial, tu vois? Et dans ce sens-là, j'ai l'impression que tu revis ça et que l'expérience qui t'est demandée, c'est le détachement. Et le détachement, mais c'est d'être capable donc de te reconnecter justement avec la femme que tu es, sans pour autant finalement te salir ou te dénigrer ou t'enlever de la valeur en tant que femme. C'est pas parce que tu vis quelque chose comme ça que tu n'as pas de valeur, que tu n'es pas quelqu'un de bien ou je ne sais quoi. Tu vois, il y a quelque chose là-dedans d'apprendre effectivement à faire la paix dans le sens de reconnaître justement que toi, tu es en train de trouver à l'intérieur de toi-même un espace qui t'est personnel, dans lequel tu apprends justement à renouer contact avec quelque chose de très personnel qui est à toi. Je parle de personnel parce que j'ai l'impression que toi, ta vie n'était pas personnelle avant. C'était une vie finalement qui était interpersonnelle. Tu vivais parce que l'extérieur existait. Et là, j'ai l'impression que la vie te demande, et c'est douloureux, de te ramener vers toi et de te rendre personnel. Donc, de construire ton identité en fonction de tes intérêts, de ce qui te plaît, de ce qui te plaît pas, et cetera. Et donc, de finalement d'une certaine façon, ben, t'isoler un petit peu par rapport à ton entourage. C'est ça un petit peu que je sens, de ça également. Je ne sais pas si qu'est-ce que tu en penses de ça? Mais tu peux me revenir, là-dessus. Donc il y a Georges qui me revient en me disant: «C'est tout à fait ça, cette bataille avec l'ego qui fait que je ne m'autorise pas à être». Moi je te dirais: «Amuse-toi mon cher Georges, amuse-toi parce que l'ego à quelque part, c'est le pire des pièges quand on le prend au sérieux». C'est le meilleur ami quand on le prend pas au sérieux. Parce que l'ego, finalement, qu'est-ce que c'est? C'est une énergie, finalement, de plaisir, une énergie de c'est ce qui motive l'être que nous sommes, hein. Donc l'ego ne doit pas être perçu comme quelque chose d'interdit, mais doit être quelque chose qu'on doit accueillir et qu'on doit nourrir pour permettre l'épanouissement de l'être que nous sommes. Et moi, je pense que ça vaudrait certainement la peine de te permettre, justement, de jouer, justement, avec ton ego. Je pense que ça serait une belle démarche que tu pourrais faire.
et je te remercie à toi aussi d'avoir bien voulu participer à tout cela. Voilà, Sylvain, on avait décidé de faire à peu près dans les 1 heure et quart. Mmh. On est dans le timing, donc je vois sur les commentaires que les participants donc, partagent tout à fait mon sentiment, c'est-à-dire que, bah, que tu fais mouche à chaque fois, Sylvain, et c'est remarquable. Donc, merci de cette brillante prestation. J'ai fait passer quelques bannières tout au long de la soirée que je vais refaire passer donc pour présenter les événements de ta venue à Nice. Donc, tu viens vendredi 6 octobre à l'hôtel Novotel Nice Aéroport. Donc, la conférence commencera à 20h30, l'accueil à 20h. Donc, c'est une conférence que tu... Est-ce que tu veux dire un petit mot sur la conférence, Sylvain? Ben oui, mais finalement, ça va nous permettre là, on a eu un premier contact qui était plus de l'ordre pratique, mais la conférence, il y aura donc des démonstrations sûrement tout au long de la conférence, mais dans lesquelles il y aura un peu plus de pédagogie, un peu plus d'informations, parce qu'évidemment, qui va m'intéresser dans cette conférence-là, c'est de démontrer quelque part combien l'intuition, les neurosciences, la guérison chamanique, ben, on peut tout ça, finalement, ça devient finalement de plus en plus quelque chose d'acceptable et de reconnu, et donc de vous permettre justement de découvrir de quelle façon que cela peut se faire d'une façon beaucoup plus accessible que souvent on a entendu par rapport à l'intuition, soins énergétiques, etc. Donc, j'essaie de vous présenter la méthode, mais d'une façon plus moderne, avec des démonstrations qui vont agrémenter le tout pour permettre justement de bien vous familiariser avec comment elle fonctionne et de démystifier l'intuition, la guérison, la déprogrammation également. Ça va être un petit peu le thème de la conférence. Très bien. Donc, ça, c'est pour le vendredi soir. Donc, le vendredi soir, je répète, hein, le 6 octobre à 20h30 à l'hôtel Novotel, donc Nice Aéroport, en face de l'aéroport de Nice. Suivront donc 2 journées d'ateliers qui sont prévues donc le samedi 7 octobre et le dimanche 8 octobre, donc ici à la salle Luminam à la Gode. Est-ce que tu veux présenter en quelques mots, Sylvain, ces 2 journées d'ateliers qui sont distinctes? Oui, mais elles sont complémentaires en fait. Ça, c'est-à-dire que la première journée, le thème de la première journée, c'est de lecture intuitive et la déprogrammation. Donc, dans cette première journée-là, vous allez apprendre à faire sur vous-même et sur un partenaire pour apprendre justement à développer ces deux habiletés-là. Donc, la lecture intuitive, c'est être capable donc de lire en vous et de lire chez un partenaire et donc de faire des déprogrammations, donc de faire des déprogrammations sur vous-même et sur un partenaire de la même façon. L'idée de ça, c'est évidemment, c'est de vous familiariser avec les méthodes, de voir de quelle façon que concrètement, vous pouvez arriver à développer les outils, les habiletés pour pouvoir le faire. Donc, la première journée, elle est complète en elle-même, mais elle est évidemment complémentaire avec la deuxième. La deuxième, on va aborder donc la lecture intuitive, bien sûr, mais également l'auto-guérison et les soins énergétiques. Donc, la pratique intuitive que je propose combine lecture intuitive, déprogrammation et soins. Donc, dans la deuxième journée, on va plus orienter notre attention vers l'auto-guérison et les soins énergétiques, mais toujours évidemment en rappelant quelque part les bases de la pratique, hein, donc lecture intuitive et déprogrammation, la déprogrammation sont moins vues, mais on va avoir quand même le temps de l'aborder un peu, ce qui va faire que dans les 2 journées, ben, vous allez avoir quelque chose de très, très complet, je dirais, pour être capable de comprendre comment la pratique fonctionne et de quelle façon que vous pouvez l'appliquer sur vous-même. Alors, évidemment, si vous ne faites que la journée 1, ben, vous allez avoir quand même une base. Si vous ne faites que la journée 2, vous allez quand même avoir une base parce qu'elles sont autonomes, les journées. Mais évidemment, les 2 journées ensemble ben, vont vous permettre d'avoir quelque chose de beaucoup plus riche à vous mettre sous la dent, comme on dit. Super. Donc, pour tout ça, les amis, donc, comme d'habitude, vous passez par le blog de Luminam. Donc, ceux qui ne connaissent pas, vous tapez Luminam sur Google. Vous allez sur la conférence de Sylvain. Je mets le lien, mais le lien est un petit peu compliqué puisqu'on passe par le blog Overblog. Donc, vous tapez Luminam sur Google. Alors, on a envie de retrouver nos fondamentaux, c'est-à-dire ce qui fait la force de Luminam, c'est les conférences live. Et puis Sylvain nous fait le plaisir de venir de Québec, donc ça nous ferait plaisir, les amis, que vous veniez en live, se retrouver, relancer un peu cette dynamique des grandes conférences live. On est dans un super hôtel, on est sur la promenade des Anglais, c'est un 4 étoiles, donc on vous a gâté. Le tarif d'entrée n'est que de 10 euros. Et puis pour les journées d'atelier, donc sur le site, Sylvain vous a décrit tout le contenu. Les bulletins de participation sont disponibles. Donc voilà, on compte sur vous pour relancer un petit peu tout ça parce que c'est bien ces soirées en live à la maison, mais rien ne vaut pour moi ces rendez-vous chaleureux qu'on a donc au Novotel et puis ici donc à la nouvelle salle Luminam à la Gode.
Oui, peut-être que justement, juste dire que vous allez avoir aussi la possibilité d'acheter les livres, hein. J'en ai quand même écrit quelques-uns, des livres sur la pratique intuitive. Donc, voyez, alors c'est tous des livres que vous allez pouvoir avoir donc lors de découvrir finalement lors de la conférence. Alors, ça vous dit, bien évidemment, ça me ferait plaisir aussi de vous les dédicacer également. Voilà. Voilà, donc Sylvain, tu auras ce soir-là donc des livres à disposition. Donc pour les personnes qui voudront acheter et faire dédicacer le soir même, c'est tout à fait possible. Donc à la fois donc le vendredi soir et bien sûr lors des journées d'atelier. Voilà, je vous ai mis aussi le site de Sylvain, donc avec la rubrique contact, si vous voulez le contacter directement pour des consultations personnelles plus approfondies. Euh, voilà, donc je reviens quelques instants sur les commentaires, Sylvain, pour tout ça. Donc, alors, les commentaires, donc, Odile, voilà, merci. Sylvain est un grand monsieur. Voilà. Alors, on a une amie qui a beaucoup d'humour, Nathan, donc il faut s'ouvrir, Madame Robinet, donc excellent. Natacha, donc merci beaucoup, plaisir de vous retrouver à Nice alors et à la Gode. Georges, voilà, merci pour cette soirée, merci encore Sylvain. Alors, d'autres ateliers ailleurs en France pour Solène, est-ce que tu as prévu de faire des rendez-vous ailleurs que Nice? Oui, il va y avoir à Nantes, il va y avoir également à Paris, il va y avoir également à Bulle en Suisse pour les week-ends. Ça va être un petit peu ça, ouais. D'accord, mais ça, je suppose que ça sera affiché sur ton site. Oui, puis si les gens veulent l'information, je peux leur envoyer il y a un lien sur le site qui explique toutes les activités. Voilà. D'accord, n'hésitez pas pour ceux qui ne sont pas dans le mailing list de Luminam et qui veulent participer aux soirées avec Sylvain aux ateliers. Donc, donnez-nous votre email là, sur le chat, comme ça on vous rajoutera à la base d'envoi de Luminam et vous serez informé donc de tout ça. Voilà, donc d'autres remerciements arrivent. Sylvain, je crois que tu as fait un tabac encore une fois. Hein, donc vraiment, c'est vraiment, moi j'adore. J'avais vraiment gardé de toi un excellent souvenir et 10 ans plus tard, tu t'es bonifié comme le bon vin, donc c'est remarquable et on est impatient de t'accueillir ici donc à Luminam pendant plusieurs jours. On va passer de bons moments et de bonnes soirées avec toi. Voilà les amis, donc les remerciements affluent. Merci à tous, ça fait plaisir de retrouver cette dynamique de Luminam, cette chaleur. Donc prochain rendez-vous avec Sylvain, donc en live, je répète, hein, donc le prochain rendez-vous en live, c'est le 6 octobre, vendredi soir, 20h30, hôtel Novotel. Réservez les amis parce qu'on a une belle salle hein, qui a plus de 100 places, mais j'espère qu'elle sera bien remplie. Donc passez par la réservation pour nous aider à organiser tout ça. Voilà, est-ce que tu veux dire un petit mot, Sylvain, avant de terminer? Ben oui, mais de toute façon, d'abord, merci pour vos bons mots. Je suis content que vous avez vécu, on a vécu ensemble une belle expérience, et tant mieux si ça a été le cas pour vous comme pour moi. Donc, je trouve que c'est vraiment super. Et puis, évidemment, ça me fera plaisir donc de vous revoir hein, ou de vous rencontrer pour une première fois lors de la conférence qui aura lieu donc la date que je ne me rappelle plus, mais bon, qui va dans à peu près un mois. Tu l'as en bandeau, là, 6 octobre. Ah, Vendredi voilà, 6 6. octobre. Ben oui, voilà, voilà. Et donc, finalement, ça me fera plaisir donc de vous faire découvrir la méthode parce que je tiens à dire que finalement, là, moi, ça fait quand même plus de 30 ans que je fais ça. Mais ça ne veut pas dire que ça demande 30 ans pour être capable de le faire. Ça demande, après un week-end, les gens sont en mesure de pouvoir arriver à pratiquer la méthode. Et il y en a qui vont, évidemment, il y a des cheminements qu'on peut aller plus loin aussi, hein, mais après le week-end, vous avez quand même les outils, les bases pour être capable de le faire. Et c'est donc accessible à tous. Maintenant, évidemment, il faut une motivation, hein, c'est-à-dire que si on n'est pas motivé à pratiquer par la suite, ben, ça ne se fait pas naturellement. Mais après les 2 journées, vous avez des moyens vraiment concrets que vous allez pouvoir expérimenter lors du week-end pour dire, ah ben oui, ça fonctionne, je l'ai fait. Parce que c'est donc accessible à tous. Et ça, c'est quelque chose que souvent on a tendance à oublier et on a tendance aussi à ne pas avoir d'outils pour arriver à le faire. Puis c'est ça que je vais vous proposer lors du week-end. Donc, ça me fera plaisir de partager avec vous si ça vous dit, tant la conférence que les week-ends et les consultations qui auront lieu donc à Nice également. Donc, je vais vous dire au plaisir de vous revoir. Très bien. Ben, merci Sylvain, merci de cette participation. Merci à tous les amis. Donc les rendez-vous sont fixés. À très vite. On se revoit bientôt en live et sur d'autres webinaires. Allez, bonne soirée à tous. OK, au revoir. Bye bye.